Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un objet magique qui a rythmé de nombreux moments importants de la saga. L'épée de Godric Gryffondor est évidemment l'un des objets les plus emblématiques de toute la saga Harry Potter et à double titre. D'une part, il s'agit de l'une des reliques de l'un des fondateurs de Poudlard, et d'autre part, il s'agit évidemment d'un objet contenant une force magique extraordinaire et qui s'avérera décisif pour l'avenir du monde des sorciers. Il n'est pas rare dans la littérature de croiser des épées magiques, c'est même devenu au final un grand classique. La plus célèbre d'entre elles étant probablement Excalibur, dont la légende a été adaptée à peu près à toutes les sauces dans de multiples livres, films ou même comédies musicales. On retrouve également des épées avec des histoires plus ou moins magiques et symboliques dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, où chacune est dotée d'une histoire et de propriétés qui lui sont propres. Même chose pour la série Game of Thrones avec Grand Griff par exemple, l'épée de Jon Snow, et il en va de même en fait dans l'histoire réelle avec des épées absolument mythiques comme Durandal, l'épée de Charlemagne, celle de Jeanne d'Arc et son histoire fascinante. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas un fait rare, mais celle de Gryffondor trouve évidemment son inspiration dans de nombreuses épées réelles ou de fiction et a réussi désormais à rentrer au panthéon des épées de fiction les plus légendaires. Tout a commencé il y a 1000 ans, peu avant la fondation de Poudlard. Gryffondor a décidé de se doter d'une épée pour le moins unique puisqu'elle sera réalisée à sa demande par les gobelins et pas n'importe quel gobelin puisqu'il charge en réalité Ragnuk le Premier qui était à la fois le meilleur des orfèvres de son temps mais aussi le roi des gobelins. J.K. Rowling précise d'ailleurs que le critère de royauté chez les gobelins ne veut pas dire qu'ils se contentent en fait de régner. Ils continuent encore de travailler mais travaillent surtout mieux que les autres. L'épée, suivant les plans et instructions donnés par Godric Gryffondor, est en argent pur et incrustée de rubis qui représenteront d'ailleurs par la suite les points gagnés par les maisons dans les sabliers magiques présents à Poudlard. Le nom de Gryffondor est gravé sous la poignée. Dans la version cinématographique de Harry Potter, cette inscription a été placée directement sur la lame de l'épée pour des raisons purement artistiques. Une fois le travail terminé, Ragnuk, qui était extrêmement content de son travail, se dit que finalement cette épée pourrait très bien lui appartenir, tant la fabrication de cet objet magique avait atteint un point de perfection rarement vu dans l'histoire des gobelins. Bien que Gryffondor ait réglé cette épée avec son argent, Ragnuk voulait à tout prix récupérer l'objet. C'est ainsi qu'il envoya des serviteurs récupérer l'épée en prétendant que Gryffondor l'avait volée. Gryffondor, qui semblait détenir une magie très puissante, se défendit avec sa baguette et repoussa ses agresseurs. Évidemment, on peut s'en douter sans grande difficulté. Pour parfaire le message à destination de Ragnuk, il ensorcellera ses victimes afin de délivrer un message qui ne souffrait d'aucune contestation possible, c'est-à-dire qu'à la prochaine tentative de voler l'épée, il n'hésiterait pas à en faire usage contre ses agresseurs. Ragnuk Ier comprit évidemment parfaitement le message et n'osa pas s'opposer à un sorcier de la trempe de Godric Gryffondor une nouvelle fois. Il faut reconnaître qu'on peut légitimement le comprendre. Néanmoins, pour ne pas perdre la face devant ses sujets, il continuera jusqu'à sa mort à défendre la théorie du vol par Gryffondor pour expliquer la perte de l'épée que de nombreux gobelins pensaient être une partie de leur patrimoine. Cette légende survivra d'ailleurs longtemps à la mort de Ragnuk Ier, puisque près de 1000 ans plus tard, les gobelins demeurent persuadés que cette épée a été subtilisée par les sorciers. Alors, il est vrai que l'on peut s'interroger de la nécessité pour un sorcier de bénéficier d'une épée magique alors qu'il est déjà équipé de sa baguette, et qu'on peut faire l'hypothèse qu'un sorcier est suffisamment bien armé avec sa baguette, sans avoir besoin pour autant d'une arme ressemblant à celle d'un moldu. En réalité, il faut replonger dans une période de l'histoire où le code international du secret magique n'existe pas encore, et où les duels entre des moldus et des sorciers peuvent encore arriver. En effet, un moldu qui défierait un sorcier avec une simple arme face à une baguette n'aurait eu absolument aucune chance de s'en tirer vivant. Chez les familles, qui ont une certaine idée de la noblesse d'esprit, il était absolument impensable et injuste de laisser un duel se dérouler entre un moldu et un sorcier avec une telle différence de moyens. C'est ainsi que les sorciers se dotèrent souvent d'épées, permettant ainsi de donner le change dans les duels. Certains sorciers, évidemment, et notamment ceux qui étaient persuadés de la supériorité des sorciers sur les moldus, continuèrent à défier les moldus avec leurs baguettes. Gryffondor, lui, évidemment, ne se comportait pas d'une telle manière. De l'histoire de l'épée de Gryffondor, on n'en entendra plus parler et aucune trace finalement n'apparaît dans la chronologie du Wizarding World. Il s'agissait vraisemblablement d'un objet magique qui avait été oublié de presque tous et nous y reviendrons.
on retrouve trace de l'épée seulement en 1992 lorsque Harry découvre l'épée dans le Choixpeau magique alors qu'il fait face à Tom Jedusor et au Basilic. On se souvient que Harry se retrouve seul face à une magie qui le dépasse, qui met en danger Ginny Weasley, et tout cela avec un Basilic dont on peut convenir qu'il s'agit de l'une des créatures magiques les plus effroyables qu'il soit. Harry fait donc face seul à tous ces dangers et réaffirme dans la discussion avec Tom Jedusor sa foi et sa fidélité à Albus Dumbledore. C'est à ce moment-là que Fumsec, le phénix de Dumbledore, fait son apparition en lui jetant le Choixpeau magique avant de crever les yeux du Basilic afin de simplifier un peu la situation de Harry. Dans un premier temps, Harry est interloqué par l'arrivée du Choixpeau car il ne voit pas très bien à quoi cela va bien pouvoir lui servir. Surtout en plus face à un serpent aussi gigantesque et dangereux. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il trouve l'épée de Gryffondor et réussit à battre au risque de sa propre vie le Basilic. L'épée, profondément enfouie par Harry dans la gueule du serpent, sera récupérée juste après la destruction du journal intime de Tom Jedusor. Une fois arrivé dans le bureau d'Albus Dumbledore, Harry dépose l'épée sur le bureau en compagnie du Choixpeau et du journal. On se souvient que Harry fait à nouveau part de ses doutes quant à son appartenance à Gryffondor et au fait qu'il était un chapeau flou. On se rappelle de l'hésitation du Choixpeau lors de la cérémonie de répartition entre Gryffondor et Serpentard. Dumbledore fournit alors un élément clé de l'intrigue. C'est que seul un véritable Gryffondor aurait pu trouver cette épée, et donc s'il avait été un Serpentard, cela n'aurait pas pu se produire. À partir de ce moment-là, les interrogations de Harry Potter sur sa maison d'appartenance seront définitivement mises dans un placard, et on n'en entendra plus parler jusqu'à la fin de la saga. À partir de ce moment-là, l'épée restera gentiment dans le bureau d'Albus Dumbledore, exposée dans une des vitrines de ce lieu si magique. Rien n'indique que l'épée ait servi pendant la 3e, la 4e et la 5e année de Harry Potter. Cependant, en juillet 1996, alors que Dumbledore vient de subir un maléfice très puissant en enfilant la bague des Gaunt, il se sert de l'épée pour détruire l'âme de Voldemort contenue dans la bague. Dans les événements de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, une discussion, que les films ont encore fait passer à la trappe, s'engage entre Harry et Dumbledore sur la manière dont Voldemort a créé les Horcruxes et sur la manière dont il a pu choisir certains objets dont le potentiel magique lui semblait suffisamment important pour assurer la sécurité et l'intégrité de sa part d'âme. Dumbledore révèle alors à Harry Potter qu'il soupçonne Voldemort d'avoir voulu faire de l'épée un nouvel Horcrux. En effet, il faut se rappeler, chose encore passée inaperçue dans les films, que Voldemort est revenu à Poudlard quelques années après la fin de sa scolarité à Poudlard pour postuler à un poste d'enseignant. Dumbledore, qui était devenu entre-temps directeur de l'école, fut stupéfait des changements physiques intervenus sur son ancien élève. Étant particulièrement au fait que le Tom Jedusor avait déjà entrepris un chemin pour le moins très sombre, Dumbledore refusa d'intégrer Voldemort au corps professoral de Poudlard. Rétrospectivement, Dumbledore comprit, avec la découverte des Horcruxes, que Voldemort devait en fait chercher l'épée de Gryffondor. Il s'agit uniquement d'une théorie de Dumbledore basée sur 3 faits. À cette époque, Dumbledore a connaissance de 4 Horcruxes, le journal du jeune Tom Jedusor, le médaillon de Salazar Serpentard, la bague des Gaunt, et enfin Harry Potter qui était devenu un Horcrux malgré lui. Sachant que Harry était devenu un Horcrux par accident, Dumbledore émit l'hypothèse que Voldemort choisissait des éléments magiques qui contenaient en eux un très grand pouvoir magique, mais aussi symbolique. La bague des Gaunt était un héritage direct des Pévrel, le médaillon de Salazar Serpentard était directement lié à l'un des plus grands sorciers de tous les temps, et son journal représentait ses souvenirs de découverte et de son statut d'héritier de Serpentard lui-même. Dumbledore ne savait pas encore à ce moment-là, ou n'avait pas eu le temps de le révéler à Harry avant sa mort, que 2 autres reliques des fondateurs de Poudlard avaient déjà été corrompues par Voldemort avec le diadème de Rowena Serdaigle, mais aussi la coupe d'Helga Poufsouffle. Ainsi, posséder la relique de Gryffondor aurait pu être quelque chose de magnifique pour Voldemort, cependant on doute de sa capacité, malgré sa magie extraordinairement puissante, qu'il ait pu se procurer l'épée de Gryffondor à un moment ou à un autre de son histoire. Dans son testament, Albus Dumbledore décidera de léguer l'épée de Gryffondor à Harry Potter, cependant le ministère de la Magie, et notamment Rufus Scrimgeour, s'opposera à cette décision, estimant, et à raison, que l'épée n'appartient pas exclusivement au directeur de Poudlard, et que cette décision ne lui appartenait donc pas du tout. En quelque sorte, le ministère de la Magie réalise là une préemption sur un objet qui d'une part appartient au patrimoine collectif du monde des sorciers et n'est pas spécifiquement dédié ou n'appartient pas spécifiquement à Harry Potter, même s'il l'a évidemment trouvé.
En effet, l'épée serait apparue à tout Gryffondor qui en aurait eu véritablement besoin. En l'occurrence, ce fut Harry Potter, mais ça aurait pu être un autre Gryffondor et on le verra dans la suite de l'histoire. Harry savait qu'il avait besoin de cette épée pour vaincre les Horcruxes. Lui, Hermione et Ron avaient parfaitement bien compris le fonctionnement de cet objet magique, même s'ils ne mesuraient pas encore l'étendue de toute sa puissance. Pendant que notre trio préféré prend la fuite à travers toute la Grande-Bretagne pour échapper aux Mange-Morts et à Voldemort tout en poursuivant la quête des Horcruxes, Ginny, Luna et Neville tenteront de dérober l'épée de Gryffondor dans le bureau de Rogue. À partir de ce moment-là, Voldemort décidera de faire placer l'épée en sécurité dans le coffre de Bellatrix Lestrange à la banque Gringotts. Cependant, les gobelins sont très attachés à cette épée et ils ont donc remarqué assez rapidement que l'épée envoyée par Rogue n'était qu'une très pâle copie, sans intérêt mais n'avertir personne. Après tout, les affaires de sorciers ne les intéressent pas. Ils considéraient en effet qu'il n'était donc pas nécessaire d'apprendre la vérité à Lestrange et compagnie, et quelque part, on peut les comprendre. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, au cinéma, on n'explique pas véritablement cette partie de l'histoire et comment Harry a fini par retrouver l'épée au fond de l'étang gelé. Dans les livres, J.K. Rowling a évidemment bien plus développé son sujet. Depuis une conversation avec le portrait de Phineas Nigellus Black, le trio sait désormais qu'il est possible de détruire les Horcruxes avec l'épée, à l'instar de Dumbledore avec la bague des Gaunt. Le trio cherche l'épée partout, et notamment à Godric Hollow, en pensant que Dumbledore aurait pu cacher l'épée à cet endroit. Cependant, ils ne trouveront, comme vous le savez, que Nagini et Voldemort. La nuit de Noël, Phineas entend pour la première fois un emplacement précis pour Hermione et Harry et en informe directement le professeur Rogue grâce à son portrait présent dans le bureau directorial de Poudlard. S'ensuit alors une discussion entre le portrait de Dumbledore et Rogue sur la nécessité de remettre l'épée à Harry sans qu'il se doute que l'aide apportée lui vient de Rogue. Rogue cherche la véritable épée qui était dissimulée derrière le portrait d'Albus Dumbledore dans une cavité qui avait été aménagée spécifiquement pour la cacher à cet endroit-là, et va donc porter l'épée au fond de l'étang. Ça, c'était un petit coup assez désagréable de Rogue, avant d'envoyer son Patronus de biche à Harry qui récupérera l'épée avec toutes les difficultés que l'on connaît. On assistera d'ailleurs là à une réédition quelque part du mythe d'Excalibur jaillissant du lac. Après le retour inattendu de Ron, ce dernier détruira le médaillon de Salazar Serpentard à l'aide de l'épée, détruisant ainsi un nouvel Horcrux. Ensuite, direction le manoir des Malfoy après que Harry ait déclenché le sortilège du tabou. Bellatrix, à ce moment-là, reconnaît son épée, devient incontrôlable. Harry réussit à convaincre Gripsec de jouer un rôle en contrepartie de son évasion. Gripsec le jouera à la perfection, déclarant que cette épée est fausse afin que Bellatrix ne se doute de rien par rapport à l'épée présente dans le coffre à la banque des sorciers à Gringotts. Harry et ses amis réussiront à quitter le manoir grâce à l'intervention de Dobby et se retrouveront à la chaumière au coquillage où Gripsec gardera toujours un œil très attentif sur l'épée de Gryffondor. Ensuite, l'histoire, vous la connaissez, tout le monde part à Gringotts, il rentre dans la chambre forte des Lestrange, il remarque effectivement que la fausse épée de Gryffondor est toujours posée sur une étagère, bien enchaînée et bien protégée, et ensuite s'empare de la coupe d'Helga Poufsouffle. Il faut savoir que le deal qui avait été passé entre Harry et Gripsec était que à ce moment-là, il fallait, si Gripsec les faisait rentrer à Gringotts, que Harry se sépare de l'épée de Gryffondor. Et donc évidemment, Gripsec est parti avec, et à ce moment-là, c'en était terminé. Quelques heures plus tard, pendant la bataille de Poudlard, Voldemort va réussir à immobiliser Neville à l'aide d'un maléfice du saucisson, c'est le maléfice du Petrificus Totalus, et va faire venir le Choixpeau magique pour le lui mettre sur la tête. C'est pas évidemment comme ça que ça se passe dans le film, mais c'est la version écrite par J.K. Rowling. À ce moment-là, Voldemort va mettre le feu, mais au bout de quelques secondes, lors de l'arrivée de Grop qui évidemment va venir un peu déstabiliser tout l'équilibre de la bataille tel qu'il s'était construit, parce que c'est sûr que quand on voit un géant arriver au milieu d'un champ de bataille, évidemment ça fait un petit peu une cohue. Neville en fait va réussir à se libérer du maléfice et va retirer le Choixpeau, et c'est à ce moment-là qu'il trouve l'épée et qu'il va réussir à décapiter Nagini dans un immense coup. Alors il faut savoir que Nagini à la base, plusieurs
personnalités, que ce soit Harry, Ron, Hermione ou des membres de l'Ordre du Phénix, ont essayé d'attaquer le serpent. Seulement, le serpent était protégé par une bulle magique de protection créée par Voldemort. Sauf que, évidemment, cette bulle de protection ne pouvait pas résister à la magie qui est celle de l'épée de Godric Gryffondor. Après cette bataille, Neville va garder l'épée à ses côtés et ensuite on ne sait pas véritablement ce qu'il va addevenir de l'épée de Gryffondor. Est-ce qu'elle va rejoindre le bureau du professeur McGonagall? Ça pour le coup on n'est pas tout à fait sûr, mais bon. Écoutez, ça reste encore quelques secrets du Wizarding World. Voilà, c'est tout pour ce qu'on avait à vous dire sur l'épée de Gryffondor. Nous, c'est un objet qu'on a trouvé absolument fascinant et dont l'histoire demeure quand même assez impressionnante. Et ça évoque en nous quand même quelques petites questions et on vous fera probablement une vidéo sur le sujet, sur les reliques des fondateurs de Poudlard. Parce que dans cette histoire, au final, on s'aperçoit que tout au long de la saga du Wizarding World et des développements que J.K. Rowling a pu en faire, que nous avons de nombreuses reliques des fondateurs de Poudlard qui sont ressorties. Si on prend Godric Gryffondor, nous avons notamment l'épée de Gryffondor, mais aussi le Choixpeau qui fait partie de ces reliques. Concernant Salazar Serpentard, nous avons son médaillon, évidemment. Nous avons également la baguette de Salazar Serpentard que l'on retrouve aux origines de l'école américaine Ilvermorny. On vous a fait une vidéo il y a très peu de temps sur ce sujet qu'on vous remet juste ici en haut si vous ne l'avez pas encore vu. Chez Helga Poufsouffle, on a uniquement la coupe. Chez Rowena Serdaigle, on compte uniquement le diadème. Donc on se posait la question de savoir s'il n'y avait pas d'autres reliques des fondateurs de l'école qui traînaient à droite ou à gauche, puisqu'on en a déjà retrouvé un certain nombre pour Salazar Serpentard. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres cachés pour Serdaigle et pour Poufsouffle? C'est une question qu'on peut se poser. Dites-nous dans les commentaires si vous avez quelques idées là-dessus. Peut-être en entendrons-nous parler dans la saga des animaux fantastiques, même si ça nous semble peu probable, vu qu'on n'est pas sur quelque chose d'autocentré vis-à-vis de Poudlard dans cette saga qui évidemment nous fait voyager à travers le monde. Mais en tout cas, voilà, pour nous, c'est vraiment un point de questionnement. Y a-t-il d'autres reliques des fondateurs? Et surtout, est-ce que ces reliques, en plus du pouvoir symbolique qu'elles ont et des pouvoirs magiques qui leur sont propres, est-ce qu'elles ont aussi un autre impact, d'autres propriétés magiques, ont-elles des histoires à raconter? Enfin vraiment on est assez curieux de pouvoir découvrir ça peut-être un jour grâce à J.K. Rowling et à ses archives ou peut-être dans d'autres éléments qui seront publiés ultérieurement sur le Wizarding World. Mais en tout cas très sincèrement on pense qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur les reliques des fondateurs de Poudlard. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et qu'on aura réussi à vous apprendre quelques petits trucs sur l'épée de Gryffondor. Alors sachez que vous pouvez vous en procurer une réplique identique à celle que l'on peut voir dans les films Harry Potter. Vous pouvez la trouver chez Noble Collection sur leur site internet www.noblecollection.fr où vous pouvez acheter donc cette relique et ensuite elle est livrée avec un présentoir en bois qui est plutôt sympathique. Voilà, c'est une épée qui est vraiment bien réalisée. Nous on l'a dans notre collection et on en est vraiment très heureux. Voilà, on vous souhaite à tous de passer un très joyeux Noël. On aura l'occasion de se retrouver samedi pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci normalement consacrée à un personnage. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait et également de regarder nos anciennes vidéos pour tout savoir du monde du Wizarding World. À très bientôt.